Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Vincent Engler. Vincent, bonjour. Bonjour à toi. Alors, t'as fait une grande route pour venir nous voir et c'est très sympa de ta part. Exactement. Quand je t'ai vu arriver, je t'ai dit « Ah mais en fait, t'as la main retournée », tu m'as dit « Oui, tu comprends à la naissance, un bébé d'un peu plus de 4 kilos ». Le médecin a tiré dessus, il sortait du bistrot et puis me voilà dans cet état. Exactement, c'est exactement ça, ouais. 4,8 kg pour être exact. Un beau bébé. Un Tu gros nous bébé. racontes un peu tout ça ? Écoute, plexus brachial de naissance, c'est le nom de la pathologie en fait. C'est un déchirement des nerfs à la moelle épinière. Moi, je suis arrivé au monde, je faisais 4,875 kg, donc ça a dû être un plaisir fou de me sortir. Mais en tout cas, à l'époque là, c'était un petit peu évasif, la médecine, on était un peu à des débuts compliqués. Et pour me sortir, ils ont eu la bonne idée, ou la seule idée, de tirer sur le bras. Du coup, crac, pour faire court. Ils ont déchiré les nerfs à la moelle épinière, et puis le bras, en fait, n'a pas pu grandir comme l'autre membre supérieur, droit. Et j'ai dû grandir avec ça en l'état. Et comment ça se passe, tout ça ? Enfin, t'as eu... Ça a été un sujet, j'imagine, que tu as pu évoquer avec tes parents. Ouais. Comment ça se gère ? T'es le premier enfant ? Je suis le deuxième. J'ai une sœur un peu plus âgée que moi. Ouais. Et comment ça se passe à ce moment-là quand il y a un accident ? C'est quoi ta vie, elle se construit comment ? Parce que en fait, t'es pas censé avoir un plexus brachial. Ah non. Et non, donc, non. C'est quoi le rôle de la médecine, des assurances, ton père ou tes parents, ta mère, comment tu te construis en fait là-dedans ? Tu te construis, j'ai envie de te dire qu'il y a plusieurs axes qu'il faut comprendre et prendre en compte. Déjà, il y a l'aspect familial, sociétal, il y a l'aspect personnel. Moi, effectivement, j'ai dû apprendre un petit peu à grandir à une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'aide. Donc moi, en fait, jusqu'à 15 ans, pour moi, j'étais tout seul. T'es de quelle année ? 87. Ok. Donc ça ne rajeunit pas tout ça, porte des 40 ans bientôt. Mais non, compliqué, je vais pas te mentir. De toute façon, j'ai écrit 2 bouquins sur le sujet, c'est bien parce qu'il y a quelque chose à dire. Mais les assurances, c'est des assurances. Donc chacun essaie de renvoyer la balle à l'autre. Mon père et ma mère, à l'époque, ont fait le job. Ils ont été au tribunal administratif, ils ont porté plainte pendant un peu plus de 10 ans par rapport à la faute médicale. Mais c'est très compliqué de s'en prendre au sacro-saint médecin. Donc, ils ont été déboutés plusieurs fois. Et puis moi, j'attendais rien là-dessus, en fait. Moi, j'avais d'autres dilemmes à régler tous les jours. Vivre déjà à une main, apprendre tout à une main. Je peux t'en sortir des centaines des exemples, mais c'est très compliqué. Donc moi, cet aspect-là, je m'en fichais un petit peu. Mais ouais, mes parents, ils ont essayé de faire, mais en tout cas, administrativement et juridiquement, on s'est fait battre hors touche. Donc le médecin, il a continué à exercer. Ouais. Et tu l'as recroisé ? Tu lui as adressé tes bons vœux Non. Tu me le dis avec le sourire. J'ai pensé, mais non. Quand t'es enfant, du coup, tu dois apprendre à vivre avec cette différence. Comment on apprend à faire ses lacets Non, moi j'avais Damien Seguin qui est venu après avoir fait 2 fois le Vendée Globe au micro d'Atypique et qui m'a expliqué ce défi des lacets qu'il lui utilise en conf. Tous ces trucs déjà, est-ce que tu es forcément droitier ? En fait, tu as perdu donc l'usage de ta main gauche. Ouais. Ça va être une question très bête. Non, vas-y. Mais est-ce que tu étais droitier naturellement ? Est-ce que c'est venu naturellement ou est-ce que tu as dû compenser et t'adapter ? Je l'ai appris plus tard par ma kiné. Donc je l'ai appris des années par la suite. En fait, j'avais une prédisposition à être gaucher. Quand le sort il s'acharne. Mais du coup, oui, forcément, maintenant je suis droitier et puis j'espère garder ma main droite le plus longtemps possible. Ouais. Et comment on vit dans les années 90 avec une seule main ? C'est quoi ton enfance ? La vache. Par où commencer ? Compliqué parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle la solitude. Et je peux t'assurer que là, tu es seul. Alors, moi, je ne m'en rendais pas bien compte les premières années. Je m'en suis vraiment rendu compte, on va dire, à l'entrée à la primaire. Et là, je me suis dit, putain, mon petit, si tu ne te réveilles pas, là, si tu n'apprends pas à faire des trucs, ça va être compliqué pour toi. Donc, c'est pas facile, c'est pas un moment idyllique. Surtout qu'en plus, moi, à la maison, j'avais vraiment une vie de famille qui était compliquée.
j'avais une vie sociale avec les potes et puis les enfants de mon âge qui était très, très, très compliqué. Et au milieu de tout ça, et je pense que c'est ce qui m'a le plus forgé et le plus fait de mal en parallèle, c'est que j'avais personne, quoi. Je veux dire, quand tu as un handicap, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'emploie autant là-dedans, parce que quand tu as un handicap, tes propres parents, ils peuvent pas t'aider. Tes propres parents, ils peuvent pas ils peuvent te dire « je te comprends », mais ils peuvent absolument pas t'aider à faire toutes les tâches de la vie courante. On a parlé des lacets tout à l'heure, mais avant les lacets, il y a déjà eu tout un tas de problèmes bien avant ça. Et c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, c'est tous les jours un problème nouveau, et puis tu règles un problème après un problème. Tu prends du retard à l'école, tu prends du retard un petit peu sur d'autres axes. Mais en fait, tu es obligé de traiter tes problématiques à toi en dépit de tout ce que peuvent penser les autres autour de toi. C'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'il y a eu la réflexion des parents et tout ça? Est-ce que ça a été plutôt un accompagnement dans comment on fait pour trouver une solution? Est-ce que tu es passé par des phases de recherche médicale, de se dire mais attends, si on t'enlève l'avant-bras, qu'on te met une prothèse, que si, que ça, qu'on reconnecte, est-ce qu'il y a eu toute cette phase-là? Si tu veux, les prothèses et compagnie, non. D'accord. Parce que j'étais trop petit, puis c'était année, tu t'imagines, fin 80. Moi, la solution radicale qui a été proposée une fois ou deux, c'était on coupe. On coupe en fait le problème qui emmerdait les médecins surtout. Mais sans rien faire. Je veux dire, on coupe l'avant-bras. Ouais, on coupait au coude, au-dessus du coude. Ouais. Oui, mon père a refusé à l'époque et je pense que c'est une des meilleures décisions qu'il a prises parce que même pour l'équilibre, même si aujourd'hui le bras bouge pas bien, etc., on t'enlève un morceau de barbac, niveau équilibre et compagnie, c'est compliqué. Mais oui, la solution de facilité qu'on m'a proposée plusieurs fois, c'était effectivement de couper. Parce qu'il ne savait rien faire d'autre sur le plexus brachial à l'époque, que j'étais quelque part un peu un cobaye. Et je suis passé plusieurs fois sur le billard. Des séjours à l'hôpital, j'en ai fait. En fait, les choses aujourd'hui, je pense, qui fonctionnent sur des bébés qui ont des plexus brachial ou nos amis motards qui tombent, il y a plein d'accidents qui créent ça. Je pense qu'aujourd'hui, les choses qui marchent sur les transferts de nerfs ou tout ce qui a été essayé, ça a été essayé sur des gars comme moi. Tu vois ? Parce que forcément, la médecine a évolué, mais elle s'est appuyée sur des essais concrets. Et je pense que je faisais partie un petit peu des cobayes de l'époque, ouais. Je suis pas fâché contre personne avec ça. Tant mieux s'ils ont essayé sur moi et que ça marche sur un petit bonhomme. Moi, ça me va. Ouais. Mais médicalement, à l'époque, il y a eu beaucoup d'essais qui étaient un petit peu hasardeux. Plus des séjours à l'hôpital, ouais. Comment on arrive à se construire? Toi, t'es un grand bonhomme. Maintenant, ouais. Non, mais comment on arrive à... En fait, on va beaucoup parler performance. Ouais, bien sûr. T'as beaucoup été là-dedans. Avec plaisir. T'as écrit. T'as une vie qui est très remplie. Oui. T'es un des... alors, je vais le dire comme ça, je sais pas si c'est le bon terme, mais t'es un des plus grands agents immobiliers dans ta boîte, dans ta profession. Ouais, sans vantardise aucune, mais avec un handicap, c'est certain. Ouais. Je veux dire, donc t'es dans la performance. Oui. Comment on se construit? Est-ce que c'est tous les bâtons qu'on t'a mis dans les roues enfants qui t'ont nourri, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt que t'as reçu de l'amour, de la bienveillance et des choses qui font qu'à un moment tu te dis ok, en fait je vais y arriver, c'est possible? Je veux dire, à quel moment t'as eu le déclic de te dire en fait je peux pas rester dans une impasse, il faut que je me prenne en main et puis on va y aller? En fait, alors niveau amour familial, c'était pas dingue. Moi, j'avais un père qui était très très dur et voilà, il m'a fait des aveux quelques années plus tard où il m'avait entre guillemets laissé comprendre que il était resté avec ma mère parce que j'avais eu ça à la naissance, tu vois. Sinon, je pense qu'il se serait barré. D'accord. Donc niveau amour de sa part, il a fait le suivi médical, il était là quand j'avais besoin, il essayait, mais voilà, niveau amour, on va pas rentrer là-dedans. Ma mère, oui, je pense qu'elle m'a donné un peu d'amour au début, mais le contexte familial faisait que c'était très compliqué, donc tu vois, il y a toujours quelque chose qui coince. Et ma sœur était plus âgée que moi, donc ma sœur faisait ce qu'elle pouvait, en fait, tout simplement. C'était une ado quand moi, j'étais un enfant. Mais je pense que c'est plus les expériences passées, plus les bâtons que j'ai eu dans les roues qui, à chaque fois, je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire partie des victimes? Tu veux être de ceux qui font rien? Ou alors, tu t'emmerdes un peu et tu te casses le trognon pour faire autre chose, ouais. Et chaque problème m'a amené peut-être ce caractère, ouais.
À quel moment tu as le déclic? Est-ce que ça vient de, je sais pas, d'un sport, d'une rencontre? Qu'est-ce qui fait que tu te dis ok, c'est bon, c'est possible? Est-ce que c'est quand la première fois que tu as entendu parler du handicap en dehors de toi, ce que tu vivais, et tu t'es dit ah ouais putain, lui il le fait. 14 ans. En fait, j'avais un médecin qui me suivait à Nancy, maintenant il est à la retraite. J'espère qu'il est encore à la retraite. Il était gentil, il s'appelait Michel, je tairai son nom de famille, mais il était gentil comme tout. Et lui, là, c'est lui qui m'a rendu l'usage un peu de l'épaule, qui a fait d'autres essais. Bon, ça a merdé les 3/4 du temps, mais en tout cas, ce qui est pris est pris. Et lui, en fait, il était spécialisé dans le plexus brachial dans les années 90, mais il n'en parlait pas des autres patients. Il y a le secret médical, il y a tout ça. Et quelque part, j'avais envie de te dire, moi, c'était pas mon problème de base. Donc, en fait, j'ai appris vraiment que j'étais pas tout seul dans mon cas quand j'avais 14 ans, quand j'ai eu Internet à la maison. Voilà. J'ai commencé à taper bras cassés sur... c'était même pas Google à l'époque ou autre, mais... Et je suis tombé sur des groupes de discussion sur Caramel. Ça doit te parler, parce qu'on n'a pas beaucoup d'écart d'âge. Et là, je commence à voir 2-3 personnes qui parlent, et je me dis, waouh, putain, je suis pas tout seul. Et dans ma tête, j'ai dit, waouh. Et ça m'a fait une sensation super, super étrange, mais super... ouais, étrange, c'est le mot. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas seul. Alors ça, c'était le prémisse des rencontres, ouais. Et du coup, c'est quoi ta source d'inspiration quand tu découvres ça? Tu te dis attends, il faut que j'arrive à les contacter, il faut que je les rencontre, etc. Tu essaies de trouver une famille là-dedans ou à l'inverse, il y a un rejet peut-être de se dire non mais attends, je suis pas comme eux, moi c'est différent. C'est quand j'ai vu que j'étais pas tout seul, j'étais content. Je me rappelle, j'avais été voir mon père, je lui avais dit putain pas, j'ai trouvé des gars avec le même truc que moi, comment on peut faire pour les voir? Bon, on pouvait pas. Tout bien à l'époque, ils étaient, je sais même pas où ils étaient. Et il y avait des personnes un peu partout sur la planète. Hein. Il y en a beaucoup en Afrique, qui sont beaucoup concernés. Au Canada, dans tous les pays francophones, il y en a, de ce que je sais, et en Amérique aussi. Et moi, du coup, ma première réaction, c'était wow, génial, il faudrait que je me raccroche de quelqu'un. Et en fait, quand j'ai été rencontrer certains qui avaient le même problème que moi, pour certains plus vieux, certains plus jeunes, eh ben, figure-toi que j'ai eu l'effet un petit peu boomerang, c'est que ben, même là, je ne me suis pas trouvé à ma place. Et en fait, depuis ce moment-là, j'ai envie d'aider, j'ai envie de partager mon expérience avec le plus grand nombre pour défendre plein de causes. Mais encore aujourd'hui, à 38 ans, quand je suis avec mes semblables, comme je les appelle, mes frères et sœurs de Plexus, eh ben, même là, je ne suis pas à l'aise. Et même là, je ne me sens pas à ma place. Pourquoi ? Aucune idée. Je sais pas. Je rencontre beaucoup de personnes. Alors, peu de personnes ont ça depuis la naissance. Il y en a quand même, mais on est vachement discret. C'est quand même assez compliqué de discuter entre nous. Tu vois, malgré tout, il y a cette petite barrière, il y a cette gêne de chacun. Voilà, tout le monde n'a peut-être pas envie de s'ouvrir, et ça, je peux le comprendre. Et je rencontre principalement des gens qui ont eu ça à un âge déjà plus avancé, tu vois, suite à un accident, des choses comme ça. Et en fait, je me rends compte que pour ceux qui ont eu ça plus tard, eh ben moi, je suis un extraterrestre de parler et d'être comme je suis. Et je me rends compte que des fois, je parle avec des gens qui ont ça depuis la naissance ou depuis plus longtemps que moi et qui n'ont pas eu le même parcours de vie. Et là encore, des fois, je me retrouve pas. Est-ce que c'est pas lié à toute la terminologie, les mots Est-ce que quand on a eu un accident de moto et qu'on a un plexus brachial, on se sent handicapé? Et est-ce que le handicap n'est pas un sujet... Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de truc de... Moi, j'entends beaucoup de personnes... On sait que 85% des handicaps surviennent après la 25e année. Et que globalement, plus on va vieillir, plus tu es assujetti à en avoir un risque. Assujetti au moins au handicap sensoriel, moteur et autres. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés. Et il y a une espèce de rejet de ce terme handicap. Ouais. Il y a une espèce de truc de non mais moi je suis pas handicapé, mais parce qu'en fait on met un mot sur plutôt des situations et le handicap on s'en rend compte surtout à cause de l'environnement, c'est notre environnement qui est pas adapté, etc. Et quand on essaie de nous mettre une étiquette sur le front, vu que en tout cas en France, mais je sais pas comment c'est à l'étranger, mais en tout cas en France on l'a toujours associé à quelque chose autour du social, de quelque chose d'un peu larmoyant, de oh les pauvres petits handicapés, et jamais de la performance et jamais du côté en fait super-héros et au-delà de super-héros, capacité à s'adapter, capacité à sortir du cadre, capacité à se réinventer, et plutôt avec des termes très positifs.
j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, il y a un espèce de petit lien de cause à effet. En fait, si tu veux, plus maintenant je suis dans la thématique du handicap, plus j'interviens dans les boîtes, plus j'essaye de faire de la sensibilisation à tout ça, plus je gravite en fait dans ce milieu où je suis déjà depuis quelques années, mais où j'ai découvert un petit peu tardivement, plus je me rends compte que le mot handicap n'a plus lieu d'être et qu'il est très très mal utilisé. Et en fait, dès l'instant que tu dis je suis handicapé, les gens ils vont s'imaginer un handicap, tu vois, alors que il y a je sais pas combien de millions de personnes qui ont un handicap invisible. Mais c'est pareil sur le papier, en fait, Et le mot handicap, il fait peur pour plusieurs raisons. Mais il fait d'abord peur parce que pas assez de personnes ont été sensibilisées à la définition du mot handicap. Moi, j'ai la carte de stationnement, par exemple, pour personnes invalides, que j'ai eu beaucoup de mal à avoir il y a une dizaine d'années maintenant, 10-12 ans, parce que j'avais eu d'autres choses, d'autres problèmes. Et puis voilà, je pensais légitime de l'avoir, donc je l'ai demandé, je l'ai eu. Et tu devrais voir le regard des gens quand je sors de la voiture. Parce que dans l'esprit des gens, c'est ancré, c'est profond. Et c'est quelqu'un forcément en chaise roulante qui sort de la voiture. De nos générations, ouais. C'était le panneau gic-gic. C'est ça. Non mais, en fait, parce que... Non mais, c'est ça. Tu vois, il y a un côté blessé de guerre, fauteuil roulant, ouais. Le marketing qui a été fait autour du fauteuil roulant comme image, ce qui est très bien, parce que... Alors, il y a un truc, c'est qu'à force de dire que ça représente pas grand monde, à un moment ils vont se sentir exclus, donc ça, ce serait quand même dommage. Mais c'est vrai qu'il y a peu de fauteuils roulants comparé à beaucoup d'autres. Dans les chiffres du handicap, en termes de stats, 20% de la population mondiale est en situation de handicap, donc c'est plus d'1 milliard de personnes. Ouais. Et il y a plus de 470 millions de personnes sourdes et malentendantes. Et encore plus, je crois que c'est 490 de personnes avec des troubles cognitifs. Donc ça veut dire que déjà, tu as 80%, voire 90% de cette masse qui est déficience auditive plus des sujets plutôt cognitifs. Derrière, tu vas avoir des personnes déficientes visuelles. Ouais. Et puis, des personnes usagées de fauteuil roulant, c'est, je crois, 0,7% de la jauge, quoi. Mais c'est vrai que le handicap, c'est le fauteuil roulant. En tout cas, en France, mais je crois un peu de partout quand même. Ouais, un peu partout. Hein. J'ai été faire quelques road trips aux États-Unis et là-bas, c'est la plaque de la voiture qui prime, c'est pas la personne. Et sur leur plaque, il y a une chaise roulante qui est dessinée. Donc si tu veux, le fauteuil roulant, dans l'esprit des gens, c'est le handicap. Alors bien évidemment, c'est un handicap. Moi, j'ai des potes qui sont en fauteuil roulant. Oui. Mon ancien chargé de carrière, Steve, quand j'étais salarié, était en chaise roulante, tu vois. Et aujourd'hui, on se voit, on rigole, il voit tout ce que je fais, c'est génial. Mais dans l'esprit des gens, dans l'esprit, entre guillemets, avec des œillères fermées, comme on leur a expliqué... Oui, mais parce qu'ils sont ignorants. En fait, je pense que les gens sont pas malveillants par rapport à ça, c'est juste qu'ils sont ignorants. Enfin, je veux dire, quand t'es pas concerné, tu te rends pas compte. Ils sont pas malveillants, mais ils sont pas pour autant bienveillants. C'est-à-dire que on leur a peut-être jamais expliqué, on les a peut-être pas sensibilisés en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant que cadre, en tant que manager. Mais moi, ce que j'ai eu beaucoup de mal avec les années à m'enlever, on en parlera peut-être après, mais c'est le regard des gens. Et je peux t'assurer que le regard des gens, il est insistant. Quand les gens trouvent qu'une situation n'est pas normale dans leur esprit, ils sont insistants. Et là, ça peut être perçu comme de la malveillance ou autre. C'est un handicap invisible, le plexus Non. Là, c'est parce que je suis en chemise, mais oui. D'accord. Là, si je te l'avais pas dit tout de suite, tu l'aurais peut-être pas vu direct. Bon, je te croise dans la rue, je le vois pas. Voilà, donc oui, dans ce sens-là, pourquoi pas. Mais c'est considéré comme un handicap visible. Ah oui, c'est visible. Okay. Dès l'instant que c'est physique, en fait, tu as une différence physique, ça reste visible. T'es passé par l'utilisation de gants. Je pense à ça. Non, mais tu vas comprendre. Est-ce qu'à un moment, tu as voulu le cacher? Je pense à ça parce que notamment, j'avais eu Laurent Gaudens un jour qui est venu faire Atypique, qui est un des atypiques. Et donc, lui, il est grand brûlé. Ouais. À 4 ans, il a pris feu dans un barbecue en famille et 60% du corps brûlé. Il intervient beaucoup dans les différentes assos et tout ça. Je l'ai vu passer sur nos réseaux communs. Il m'a raconté une anecdote qui est dans l'épisode d'ailleurs, où il me dit j'ai un mec un jour avec qui je discute qui lui voulait se cacher absolument parce qu'il supporte pas le regard des autres, donc il mettait des chapeaux, des grands Duffelcoat, des manteaux, des gants et tout ça, sauf que je lui disais mais quand tu fais ça en plein mois de juillet, on a plutôt l'impression que t'es un gros pervers, si tu passes à côté de l'école tu vas te faire arrêter. C'est contre-productif.
Il faut lui dire. Mais est-ce que tu as eu cette période de cacher, de dire attends, je vais mettre des gants, notamment je pense à l'adolescence, toutes ces périodes un peu complexes. Moi, jusqu'à... Alors, ma sœur a plus la date en tête que ça, mais moi, jusqu'à 14 ans, je ne mettais pas de t-shirt. Okay. Donc, je ne me baladais pas en public en t-shirt. Voilà. Est-ce que ça se voit hiver... au-delà de la main si tu veux, je me mets en t-shirt... bien sûr, ça va se voir. Mais aujourd'hui, j'ai développé cette capacité à m'en foutre. Peut-être même un peu trop parfois. Mais à l'époque, je ne l'avais pas, cette capacité-là. Et l'image, quand tu es jeune ado ou ado, c'est le nerf de la guerre. Enfin voilà, c'est compliqué. Même pas que par rapport aux filles, mais par rapport à tout le monde. Puis il faut se sentir bien avec son corps pour se montrer. Que ça soit l'handicap qui aille pas ou la jambe ou autre. Mais je pense qu'on est tous concernés. On a tous quelque chose qui ne nous plaît pas. Et moi, jusqu'à 14 ans, je me baladais pas en t-shirt, je mettais que des pulls. Alors toi, tu parles du mec, en juillet, il met des gants et compagnie. Et j'ai eu cette période-là. Alors que maintenant, tu as un compte OnlyFans où tu te poses nu. Exactement, exactement. Fétichiste des mains un peu bancales. Ouais, j'ai fait une chaîne. Mais j'ai eu cette période-là. T'as mis combien de temps en aller à la plage ? À la plage, pas longtemps, parce qu'en fait... Tu restes dans l'eau ? Non, non, moi en plus, j'ai appris à nager tard. Voilà, c'est compliqué. Mais non, la plage, en fait, j'y allais relativement tôt. Parce que quand j'allais à la plage, c'était souvent en vacances. Et je partais souvent avec mon père tout seul en vacances chez des amis à Fos-sur-Mer ou ailleurs. Et il y avait la mer. Donc, en fait, moi, c'était les vacances. Je connaissais personne. Ouais. Mon père, il ne m'a jamais fait ressentir mon handicap. Tu vois, c'était plus tabou qu'on en parle. Ouais. Donc ça a aidé. Mais non, après, en famille ou avec des très proches, ça ne me dérangeait pas. Mais le tous les jours à l'école, dans la rue, etc., c'était compliqué. Ouais. En local, c'était plus compliqué, ouais. Et du coup, tout à l'heure, tu nous dis faut changer le regard sur les managers et autres. Toi, la première fois, quand tu vas bosser, donc tu fais tes études et tout ça, premier entretien d'embauche, compliqué. Comment tu gères ? Est-ce que tu poses... Parce qu'en plus, tu devais peut-être pas savoir trop comment gérer la situation. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as envie de le dire parce que c'est important pour toi, ça fait partie de toi. En même temps, est-ce que tu poses ta main pour que la personne voit ? Est-ce que le sujet vient sur la table ? Comment ça se passe ? Alors, si tu veux, professionnellement, quand j'étais salarié, j'ai essayé plein de stratégies. Parce qu'en fait, j'ai fait plein d'essais tout au fur et à mesure que j'ai grandi. Tu vois, à l'école, j'ai eu mes problèmes avec des profs, j'ai eu mes problèmes dans la classe pour me tenir, montrer comment faire. J'ai eu des problèmes avec les grossesses, j'ai eu des problèmes avec mon cycle d'études après supérieur. Donc, quand je suis arrivé à mes premiers entretiens d'embauche, je savais plus ou moins ce que je devais faire. Et c'était même marrant. Et c'est là que j'étais en position de force. Parce qu'en fait, le manager ou le recruteur en face de moi, lui, il n'était pas en position de force. Et j'avais cette capacité à être moins à l'aise, mais que lui ne le soit pas. Mais soit je sentais qu'il était vraiment pas à l'aise et je mettais le sujet moi sur la table parce que je me suis dit j'ai autant en parler, c'est là. Et souvent ça venait sur des questions de est-ce que tu es RQTH pour avoir des aides de l'État, enfin avoir le quota, etc. de pourcentage de personnes invalides. Donc je mettais le sujet tout de suite sur la table. Des fois ça a dû me porter préjudice ou pas, je sais pas. Mais non, je le cache pas. Tu vois, là je m'en fous, c'est posé sur la table, rien à faire. Mais je suis arrivé à faire ça parce que j'ai passé les 20 dernières années d'avant à être mal à l'aise au restaurant, avec les profs, en classe, etc. Ouais. Un des sujets dans l'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je n'ai pas de RQTH ou j'ose pas en parler parce que j'ai peur qu'on me mette dans un placard. » En fait, une espèce de chape un peu invisible, mais pour le coup bien ressentie par les personnes. C'est que si je ne suis pas dans la bonne entreprise, ou en tout cas si je dépends vachement de la personne en face de moi à comprendre le sujet, et donc potentiellement je vais évoluer moins vite, ou je vais être moins payé, ou je vais avoir moins accès à la stratégie parce que j'ai une RQTH et que c'est un flag un peu négatif. Toi, c'est un truc que tu as ressenti, ça, ou pas du tout ? Non, j'ai pas ressenti ça parce qu'en fait, moi, même quand j'aimais pas mon travail, parce qu'il faut pas se leurrer, il y a beaucoup de salariés qui aiment pas leur travail. Même quand j'aimais pas mon travail, j'étais un gros travailleur et je travaillais plus souvent que les autres autour de moi. Donc moi, le handicap au niveau performance salariale sur le terrain, ça m'a pas porté préjudice. Et personne ne me faisait ressentir l'inverse parce que j'étais vraiment souvent un élément qui travaillait plus que la moyenne, qui n'avait peut-être rien des fois.
C'est pas là où j'ai eu le plus de déboires à régler. C'est vraiment sur l'aspect relationnel pur, approche des managers et approche de certains collègues qui avaient peut-être pas la fibre pour venir parler. Ouais. Là-dessus, j'ai eu des problèmes. Mais en termes de prod pur ou de me sentir à l'écart sur le terrain, non. Ça, moi, je l'ai pas eu. Et comment tu as géré justement avec les collègues et autres ? Est-ce que tu es en mode plutôt en parler ? Est-ce que c'est plutôt le sujet à éviter ? Toi, tu as l'air plutôt blagueur, tu es un bon vivant. Ouais, bon, par moment, donc, ouais. Est-ce que... Non, mais on le sent, puis tu vois, je t'ai vu en conférence, Ouais. tu es quand même quelqu'un d'agréable, de souriant, t'es commercial. Un peu. Est-ce que justement c'était le sujet plutôt pour faciliter la vie où t'allais blaguer et puis voilà ou en gros comment tu gères cette approche ? T'as deux approches. Moi, si tu veux, pendant des années, j'ai usé et abusé de l'autodérision sur la partie scolaire parce qu'en fait, je partais du principe que je me foutais d'abord de ma gueule à moi avant qu'on se foute de ma gueule. Mais c'est un jeu dangereux parce qu'avec les années qui ont évolué, j'ai perdu un petit peu ce côté un peu... même si aujourd'hui tu me vois rigoler, on en parle sans filtre, mais j'étais beaucoup, beaucoup plus joyeux dans mes jeunes années que maintenant. En fait, la vie m'a pris un petit peu cet aspect-là de ma personnalité, donc j'arrive encore à être sympa, à rigoler, on peut rigoler de tout, on peut parler, il n'y a aucun stress, mais beaucoup moins qu'à une époque parce que j'ai abusé de cette autodérision. Et pourquoi je te dis ça ? C'est parce que cette autodérision-là, je m'en suis servi après dans le boulot, notamment avec des collègues qui pouvaient te faire des vannes, etc. Et il fallait mieux le prendre en rigolant. Et je partais du principe qu'on pouvait expliquer, parler et rigoler de tout, mais pas avec tout le monde et pas de la même manière. Et il y a des gens qui n'ont pas l'approche. Donc, pour ceux qui ne comprenaient pas la dérision et la blagounette qui va bien pour dédramatiser ou expliquer quelque chose... après tu passes à l'étape d'après qui est tu rentres dedans quoi. Voilà. Et c'est arrivé parce que t'as des gens, je pense que c'est un jeu pour eux de voir jusqu'où tu peux aller et qui ne comprennent pas au bout de 2-3 blagues qu'il faut arrêter, qu'il faut se calmer. Après tant pis. Il y a des gens qui comprennent pas et puis il y a ceux qui comprennent pas, il y a ceux à qui ça fait peur et donc leur réaction et on a beaucoup de témoignages comme ça. Je me souviens d'un Vivien par exemple qui dans son sketch Vivien Laplane qui dans sa pièce explique comment il s'est retrouvé avec une collègue qui lui parlait comme tu vois, il dit mais en fait c'est juste qu'elle ne sait pas faire et donc j'ai parlé avec Vivien il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, il a eu des situations assez cocasses. Voilà. Donc en fait je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas, il y a des gens qui savent pas, qui ont peur et tout ça, et puis il y a des cons comme de partout. Il y en a beaucoup, tu sais, mine de rien. Non, mais je t'assure, et c'est pas de leur faute. C'est médisant quand tu dis ils sont cons, tu vois. La bêtise, c'est pas quelque chose de... Tout le monde peut gérer la bêtise en apprenant des choses, mais pour ça, il faut qu'on t'explique, il faut qu'on te montre, etc. Il y a des gens, quand on dit ils sont cons, enfin voilà... Il y en a, ils veulent pas comprendre que des fois, il faut se calmer, il faut arrêter et qui font exprès. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Comment toi, de tout ça, tu as réussi à transformer ta vie, à devenir entrepreneur, à être ultra performant ? Un des enjeux dans tous les plaidoyers qu'on fait, c'est de montrer que handicap et performance, ça va de pair. Ouais. Que justement, c'est une manière d'avoir des gens qui vont se dépasser parce que on imagine bien qu'avec tout ce que tu as vécu, quand on est allé chercher le boulot et que tu dois te battre, tu vois, la question du taux d'absentéisme, etc. On sait qu'on a des perfs qui sont énormes chez les personnes en situation de handicap parce que le parcours est très compliqué, tu l'expliques bien. Ouais. Et pourtant, on a encore des boîtes qui comprennent pas trop, qui savent pas comment gérer les quotas, qui savent pas faire de discrimination positive. On a Sophie Cluzel qui est venue à ce micro et qui nous a dit il faut faire de la discrimination positive, c'est ok. En fait, bien sûr que vaut mieux privilégier une personne en situation de handicap qu'un autre au même poste parce que elle sera certainement plus performante, moins absente, c'est certain. etc. Comment toi, tu as réussi à gérer ? C'est quoi tes tips ? Et quand on parle de performance, c'était quoi ton quotidien en fait ? C'est quoi ton quotidien ? Là, aujourd'hui ou à l'époque ? Parce que c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies dans une vie. Mais, aujourd'hui.
admettons. Aujourd'hui, si tu veux, moi, en fait, je pense que quelque part dans mon esprit, alors d'où ça vient, comment ça a été façonné, je ne sais pas, mais moi, je pense que j'ai toujours été fait pour être indépendant et être entrepreneur. C'est simplement que pendant des années, on m'a fait croire qu'il fallait rentrer dans le moule en étant salarié, allez là. Et il y a toujours une partie de moi qui me disait, mais il y a quelque chose, je me sens pas bien, etc. Comment ça se fait que je me sens jamais bien dans n'importe quel job que je faisais? Et malgré ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, même quand j'aimais pas, je travaillais beaucoup. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier notamment, dans un grand groupe français, on taira le nom aussi. Mais j'ai eu cette opportunité-là. Si tu veux faire de la pub, on peut. On s'en fout, on est autoproduit. Mais oui, on m'a proposé de rentrer dans le plus grand groupe français qui aujourd'hui, de mandataire immobilier, je parle, qui est IAD, tu connais probablement. Et on m'a donné cette opportunité-là. J'ai dit, purée, je suis handicapé, je trouve pas vraiment ma place. On me donne l'opportunité de rentrer dans un groupe comme ça. Je vais casser la baraque. Donc dans ce genre de groupe, t'es pas salarié, t'es indépendant, t'as monté ta structure, ouais. Eux, vous avez un accord ensemble, un contrat, et donc en fait, ils te ramènent du business, et toi, c'est ça, enfin je résume avec mes mots, mais globalement... Ouais, ils te ramènent pas de business, c'est toi qui fais ton propre business, t'es indépendant pur, donc dans ta prod, dans ta manière de te faire connaître, etc., dans tes chiffres, tu fais ce que tu veux comme tu veux, t'as la possibilité de monter une équipe, etc., et moi, quand on m'a proposé ça, je me suis dit, feu, je casse la baraque. Je ne suis pas rentré là-dedans pour faire figuration. Maintenant, j'ai d'autres ambitions qui sont de tenter d'ouvrir la porte au plus grand nombre. Parce qu'effectivement, réussir en tant qu'handicapé reconnu dans l'entrepreneuriat, c'est pas chose facile quand même. Donc à quoi tu vois que tu as réussi ? Quand tu dis casser la baraque, l'immobilier c'est des Rolex, c'est des maisons sur la côte, t'as un yacht et tout ça. Non, pas du tout. C'est quoi casser la baraque ? Alors casser la baraque, c'était mon idée de base. Si tu veux, quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat, je me suis dit d'entrée de jeu, ça marche ou ça marche. Parce que je ne veux pas retourner à mon ancienne vie de salarié qui ne me plaisait pas et qui ne me convenait pas. Donc je me suis dit, ça marche ou ça marche. Maintenant, je vais faire ce qu'il faut pour me faire un nom, pour me faire connaître, pour faire mes premières ventes. Par la suite, je veux une équipe, je veux monter. Je veux montrer au plus grand nombre qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier en l'occurrence, mais avec un bras en moins. Et pour donner peut-être cette envie à d'autres qui ont peur, parce que l'entrepreneuriat peut faire vachement peur, de se lancer. Du coup, tu vends des maisons, des apparts, t'es sur des particuliers ou des professionnels ? Moi, je peux faire les deux, mais majoritairement, 80% de ma production se passe sur de l'immobilier traditionnel, oui. Et est-ce que tu as eu des ressentis parfois Est-ce que tu as eu un œil plus aguerri sur ah bah tiens, mon client est dans telle situation et donc je vais me spécialiser dans, je sais pas moi, l'immobilier pour des personnes en fauteuil, ou à l'inverse, est-ce que tu as des clients qui t'ont dit non mais attends, t'es sûr que tu vas pouvoir faire ma vente là, parce que moi j'ai ma baraque à vendre qui pèse des millions et toi t'as un bras en moins Alors si tu veux, cette question-là, je me la suis posée dès mon entrée au sein du réseau IAD. Je me suis dit, mais comment les clients vont faire confiance à moi, le petit handicapé du coin qui vient avec sa main un peu bancale, comment eux vont me donner leur confiance, de une, et de deux, comment est-ce qu'ils vont me donner leur bien à vendre et puis gérer leur projet de vie, tu vois. Et ça, c'est une question que j'ai eu du mal à traiter, que j'avais peur. Et en fait, aujourd'hui, les statistiques que je joue pour moi, parce que je travaille quasiment qu'en exclusivité. J'ai une relation avec mes vendeurs qui est très, très, très humaine, et c'est ce qui plaît. En fait, aujourd'hui, ils ne me voient pas arriver comme le petit handicapé qui va peut-être pas y arriver. Dans mon discours, dans mon professionnalisme, dans ma manière d'être avec eux, ils se disent, c'est lui qu'il faut. Tu vois la différence ? Donc, j'ai réussi à transformer cette faiblesse, qu'on peut prendre comme une faiblesse, cette différence, en point vraiment positif. Quand je vais découvrir un bien, que je vais l'estimer ou que je rencontre la première fois mes vendeurs, moi, quand je ressors du rendez-vous, je sais déjà qu'ils vont travailler avec moi. Parce que j'ai un naturel qui fait que je vais les rassurer, je vais être de leur côté, je vais être humain, je ne vais pas leur mentir. Et je m'emploie énormément pour eux, malgré le handicap. Et le handicap est un sujet à chaque fois, une fois sur deux, jamais ? Quasiment jamais. Ou alors, c'est moi qui le mets sur la table. Alors, des fois, c'est cocasse parce que tu as les enfants, ils n'ont pas de filtre.
Alors eux, ils disent « Oh, bah t'as la main qui est retournée ». Alors à une époque, j'aurais râlé, à une époque, j'aurais rien fait. Aujourd'hui, je leur explique. Et finalement, c'est les parents qui sont gênés, tu vois. Ouais. Alors que c'est bête parce que, pose-moi la question, je te réponds. C'est normal, le môme, il me demande. Et du coup, les parents, des fois, ils en profitent pour demander. Mais c'est très rare les fois où vraiment, j'ai senti que c'était un problème et qu'ils ne me faisaient pas confiance à cause de ça. Tu leur dis que c'est une vente qui s'est mal passée? Ouais, je peux leur dire que c'est un ancien client qui s'est énervé. Des fois, je fais des vannes, mais encore une fois, quand tu fais des vannes, des fois, en face, ils osent pas rigoler, tu vois, ils savent pas. Donc, je suis toujours... je m'adapte très vite aux personnes que j'ai en face. Quand il faut en parler, on en parle. Et ça m'est arrivé une fois, donc t'imagines, sur 110 ventes quasiment, hein, en 7 ans. Joli. Que, à mon avis, ils m'ont pas pris à cause de ça, à cause du handicap. Ouais. Ils te le diront jamais. Oui, évidemment. Mais en repartant, je me dis ouf, il y a peut-être quelque chose là qui a fait que... mais ça peut être ça. Vu le profil de gens, ça peut être ça. Ouais. Alors que... Tant pis. Donc 110 ventes en 7 ans, ça fait pas mal. Ouais, 110 en 7 ans. Ouais. Pas Ça 7 ans encore. Je fête mes 7 ans en janvier. Ouais, il y a encore le temps de... Ouais, on va encore en faire quelques-unes. L'épisode sortira en février, mais on enregistre en décembre. Il y a le temps encore d'en faire quelques-unes. Donc la performance. Et tu te dis, à un moment, je vais écrire un bouquin. Ouais. Comment on passe de ce truc, puisque les agents immobiliers, bon, c'est un métier, les mecs réfléchissent pas trop, ils pensent qu'au pognon. Ça y est, ça attaque. Ça y est. Et non, en fait, il y en a qui sont différents, et puis il y en a même qui écrivent des bouquins. Il y en a qui écrivent des bouquins. Alors, si tu veux, le premier bouquin, je l'ai écrit en 2017, et j'étais pas encore dans l'IMO, figure-toi. Ok. Le premier, j'étais en reprise d'études, donc j'avais 30 ans. Et j'étais reparti faire une licence développement informatique à 30 ans. Donc j'avais démissionné de mon ancien boulot au Luxembourg. Je vidais la maison de mon papa en même temps parce qu'il était tombé malade. D'ailleurs, il est décédé l'année d'après. Et ma compagne venait de vivre avec moi. Donc si tu veux, j'ai tout fait sur la même année. Et j'ai eu envie d'écrire le premier livre parce que ça me titillait depuis très longtemps. Donc je l'ai écrit il est sorti en 2018 aux éditions du Panthéon. Et je l'ai écrit avec une envie boulimique. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation-là. Tu vois, où ça t'occupe l'esprit nuit et jour, il faut le faire. Et je suis quelqu'un qui fonctionne à l'objectif. Donc du coup, j'étais en stage à Nancy. Et je faisais mon rapport de stage, ma mission de stage. Et j'écrivais le bouquin en parallèle. Tout en même temps. Grandir avec un plexus brachial. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre ? En gros, il fait 104 pages. Et il raconte de mes 0 ans à mes 30 ans. Okay. Les grosses étapes. Donc là, tout ce qu'on a parlé un petit peu avant, j'en parle. Le t-shirt, comment j'ai appris à nager, comment j'ai appris à faire mes lacets, mon nœud de cravate, tous les déboires que j'ai pu avoir socialement, intimement. J'ai mis aucun filtre, en fait. J'ai vraiment raconté pas mal de choses dedans. Et je me suis arrêté sur une pensée, quand demain j'aurai un enfant. Et j'ai tenu parole, j'ai écrit le deuxième livre après. Et l'objectif de ce livre, c'était de dire à des plus jeunes, regardez, c'est possible ? Ou c'était plutôt toi de te raconter aux autres pour dire, regardez mon parcours, c'est quoi l'objectif qui t'anime quand tu te dis, je vais écrire un bouquin là-dessus ? L'offrir à tes clients ? Ah bah non, t'étais pas encore dans l'IMO. Non, j'étais pas dans l'IMO. Je pense qu'à la base, je l'ai écrit comme un petit peu un exutoire. Ok. Parce que si tu veux, moi, à l'école, j'étais pas le meilleur de la classe. Toute ma scolarité, j'avais d'autres problèmes à gérer. C'est ce que je raconte un peu dans le bouquin. Et du coup, j'avais des lacunes à l'école et j'ai pris du retard à l'école. Et ça s'est amélioré plus j'avançais dans les études. Et moi, au bac de français, j'ai eu 4 et 6. Tu vois, donc autant dire que j'étais pas du tout bon en français. Et le fait d'écrire un livre, c'était une hérésie pour moi. Et quand j'ai écrit ça, je l'ai pris comme un défi. Donc, je m'y suis pris au jeu. Je l'ai écrit en 4 mois. En 4 mois, j'avais le premier jet, ne sachant pertinemment pas ce que j'allais en faire. Tu vois ? Et après, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Et j'ai eu des très bons retours. Et après, j'ai choisi, puis je me suis fait au jeu, puis je l'ai sorti.
Et après, vu que c'était parti à la base peut-être un peu pour moi, pour retracer un peu mon parcours, il y a toujours derrière l'envie d'aider les autres. Parce que ce que moi j'ai vécu, d'autres vont le vivre dans 30 ans. Il y a très très peu de garçons qui écrivent des livres et qui parlent du handicap. Et encore moins de parentalité, mais ça c'est dans un deuxième temps. Et j'ai aidé beaucoup de personnes. J'en ai vendu, si je ne me trompe pas, le premier, je crois que j'en ai vendu entre 4 et 5 000. Ah ouais. Donc j'ai reçu des très très beaux messages de tous les continents francophones, clairement. Okay. J'ai rencontré des gens du coup grâce à ça. Je pense que j'ai aidé des gens grâce à ça. Et comme l'humain est fait, j'ai aussi eu des détracteurs. Oui, ça, voilà. Évidemment. Hyper intéressant. Et effectivement, tu l'as dit, ton deuxième livre s'appelle « Ma vie de papa à une main » parce qu'il y a 5 ans 6 ans et demi maintenant. 6 ans et demi, tu as eu la chance d'être papa. Est-ce que avant de faire un enfant, quand on est en situation de handicap, on projette ce sujet? Est-ce que ça a été un sujet de dire attends, mais imagine il a un handicap et comment on va faire ou pas du tout parce que toi c'est plutôt un accident? Je veux dire, comment le moment de l'accouchement, ça doit te faire bizarre. Tu dois avoir un sentiment toi un peu particulier quand même. Bah déjà avant tout ça, la question de la parentalité, elle va se poser avec la maman. C'est pas faux. Donc moi, quand j'ai rencontré ma compagne, si elle était avec moi et si, entre guillemets, elle couchait avec moi, c'est que le handicap, elle avait déjà réfléchi et puis que c'était pas un problème. Par contre, de là à faire une vie et à faire un enfant, elle avait peut-être ses questionnements, même si elle savait que c'était pas congénital, génétique et autres, c'était un accident de naissance. T'as raison, juste au niveau de la rencontre, comment on aborde ce sujet-là en date? Est-ce que c'est abordé? Comment vous vous êtes rencontrés? Ouais, moi, on est ensemble depuis maintenant à peu près 12 ans. Ok. Donc, j'ai bourlingué. Je sais pas si le à peu non, près. Là, à peu près. Attends, on va recommencer. Ouais. On est ensemble depuis 12 ans et je me suis posé et je suis tombé sur la bonne. Moi, j'avais 25 ans, tu vois, à peu près. Et j'étais intenable, hein, j'étais vachement moins posé que maintenant. Elle a pris un sacré pari. Et à cet âge-là, le handicap, je mettais tout de suite le sujet sur le tapis. Vous avez le même âge? Elle a un an de plus. Ouais, enfin, la même génération. Et ça a été un sujet pour elle. Et alors, il y a deux trucs. Il y a elle, et puis moi, c'est la famille. Ah, la belle famille. La belle famille. Non, mais ça doit être plus complexe en vrai. Ouais. Parce qu'il y a le sujet de la relation, mais je veux dire, l'amour rend aveugle. Donc globalement, c'est pas forcément, je veux dire, elle t'aime pour toi, et donc forcément tu peux accepter à peu près tout, de l'autre. Et donc cette question du handicap, et comme tu dis, quoi, si elle a passé le cap, c'est que bon, c'était pas un sujet. Et par contre, le premier repas, la belle famille, il doit y avoir un sentiment un peu particulier, non? Bah en fait, j'ai jamais eu Alors j'ai eu des déboires et j'ai eu des réactions complètement cons des filles, toi, des petites amies. Pas elle, mais celle d'avant, oui. Mais le pire, effectivement, c'est la belle famille. Alors, pas mes beaux-parents actuels, que j'adore, et ils m'adorent, et des fois, ils me disent « Comment tu fais? C'est pas possible, à une main, etc. » Donc, je n'ai jamais rien senti comme animosité ou comme questionnement de leur côté. Et ils avaient un lien, ils connaissaient le handicap ou ils ont découvert le handicap? Non, je pense qu'ils ont découvert le handicap en même temps que moi, et... Peut-être qu'ils se sont questionnés entre eux, peut-être qu'ils en ont parlé avec leur fille, mais puis en fait, je sais pas, ils ont rien laissé. Tu leur as offert ton bouquin? Ouais, mon beau-père d'ailleurs qui lit pas, il a lu les deux. C'est pas mal d'avoir un bouquin sur son futur gendre. Ouais, bah écoute, non, ils ont lu et puis ils ont toujours été super cool à ce niveau-là et avec eux, il y a vraiment eu aucun stress. Mais j'ai eu des parents de petites amies qui ont été odieux, qui ont été dégueulasses. Ouais, ça, il y en a eu. Hein. On va pas parler des autres, c'est inintéressant. Bah non, on va être vulgaire. Donc, vous accueillez ce jeune garçon. Ouais. J'ai perdu son prénom. Jules, voilà. Ce jeune Jules que j'ai croisé un jour en visio. Ouais, c'est ça. Ce Jules. Et
Alors, évidemment, on imagine ce que c'est que... Enfin, on n'imagine pas, mais ce que c'est que d'être papa à une main. Et tu as écrit un bouquin et j'ai envie de dire, tous ceux que ça intéresse pourront aller trouver ce bouquin en librairie, aux éditions. C'est les mêmes éditions ? Ouais, les deux. Hein, les deux m'ont suivi. Édition du Panthéon. Édition du Panthéon. Ils sont trouvables partout, hein, Amazon, Fnac. J'ai même un site à moi, il y a le lien, donc voilà, c'est facilement trouvable. Donc ma vie de papa à une main. Et alors, Jules, il a eu un truc extraordinaire quand il a été un peu plus grand, c'est que un jour il a pris son doudou et il lui a arraché le bras en disant comme ça au moins il sera comme papa. C'était une journée où on s'était engueulé, comme papa et comme des parents. Tu sais, quand on devient parent, on devient des fois des vieux cons. C'est comme ça. Et tout ce que tu dis, ça je ferai jamais. En fait, tu fais tout en pire. Et un matin, il vient et puis il me tend un jouet comme ça. Et puis on venait de l'acheter. Je me souviens, c'était un petit Buzz l'éclair. D'ailleurs, je l'ai toujours et je l'ai mis dans le livre. Et je vois, il avait arraché la main, puis il avait retourné le bras. Puis moi, comme un parent, comme un con, j'ai envie de dire, je lui dis, mais Jules, on vient de t'acheter le truc là, tu sais, c'est pourquoi tu l'as cassé, etc. Puis il disait rien. Il avait 3 ans, 3 ans et demi. Puis il repart. Puis je dis, moi j'étais encore en train de râler sur le jouet. Et tout d'un coup, il revient, il se met à côté de moi, il me fait un câlin. Puis je dis, mais Jules, explique-moi, pourquoi t'as cassé le jouet, tu viens de l'avoir. Et là, il me dit, comme ça, il est comme papa. Et en fait, t'es comme un con. Je t'assure, t'as envie de te mettre dans un trou de souris. Tu dis, waouh. Et tu lui fais un câlin, quoi. Qu'est-ce que tu... C'est magique, tu vois. Il a 3 ans et demi, il pense déjà comme ça. Et il m'a fait ça, là, le week-end dernier. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait, il vient bricoler avec moi. Tous les... Non. Il l'a fait plusieurs fois, là, arracher la main sur des jouets, mais maintenant, je sais pourquoi il le fait. Et en fait, c'est mignon. Trop mignon. Et Toi, je t'ai dit tout à l'heure que je suis en train de fabriquer ma table, donc je soude, je fais tout. Hein. Je pourrais t'expliquer comment je fais tout à une main, mais faut garder un peu de mystère. Et du coup, Jules, il est venu m'aider. Et puis, on devait tenir une vis, machin. C'était un peu emmerdant. Et lui, pendant que je bricolais, il s'était entouré le bras avec du scotch de carrossier, là, tu sais. Et puis, il m'imitait à une main. Mais le problème, c'est que moi, j'étais déjà à 3-4 heures de bricolage. J'avais perdu ma patience. Et encore une fois, réaction un peu de con. Je lui ai râlé dessus. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça ? T'as 2 mains, enlève-moi ça, viens m'aider. Et avec du recul, c'est complètement idiot. Parce que c'est mignon. Tu vois, il a voulu m'aider à une main, il a voulu faire comme moi. Et moi, je l'ai engueulé. C'est débile. Mais c'est pour ça que c'est compliqué. Je comprenais pas ça avant, mais c'est compliqué d'être parent. Et c'est encore plus compliqué de gérer ses propres démons avec le handicap, tu vois. Parce que quand je râle et quand j'ai une réaction comme ça, c'est souvent lié à un souvenir passé. Et des fois, j'ai pas la bonne réaction. Et c'est là-dessus que moi, maintenant, aujourd'hui, il faut que je travaille, ouais. J'essaye. Et là, tu es en train de te dire comment il fait pour souder. Je pensais même à mieux que ça. Je pensais au clou. Genre pour planter un clou. Ah, ça, le clou, j'ai rendu... D'ailleurs, petite dédicace à lui, à Maz, à l'époque, quand j'étais dans une banque au Luxembourg. Lui, je lui ai fait ce truc-là. Je dis, mais Maz, lui, il bricolait tout le temps. Je fais, comment je mets le clou au mur ? Mais ça, je pense que cette question, elle l'a hanté pendant des années. Ah ouais. Ouais, mais ça fonctionne. Bah oui. Faut juste trouver une solution, en fait. Hein. Tu vois, changer le forêt sur une perceuse, changer un disque sur une disqueuse. Comment tu fais pour tenir quand tu soudes ? En fait, chaque action est un problème et il faut absolument que tu trouves une solution à chaque problème que personne ne peut t'amener la solution. Hein. Parce que la technologie est aidante si on l'utilise bien et ça évolue. Et j'ai déjà donné des scénarios à ChatGPT qui ne trouve pas, qui est incapable de trouver la solution. Tu vois ? Donc ça veut dire qu'il y a des limites et pour chaque problème que je rencontre, il faut inventer une solution. C'est quoi la plus belle surprise que tu aies eue, un endroit ou une expérience ou je sais pas, une côte de bœuf qui arrive déjà découpée ou vraiment sans que tu aies rien à faire où tu te dis waouh, là ils ont capté, ils ont pensé à moi, j'ai vécu une expérience de ouf. Les restaurants gastronomiques. Okay. En général, ils ont l'œil. En fait, tu sens qu'à l'école hôtelière, ils ont de la sensibilisation sur le handicap. Ou peut-être pas sur le handicap, mais en tout cas, ils ont une analyse quand tu passes le pas de la porte. Et j'aime bien de temps en temps aller dans un restaurant gastronomique avec madame, ou voilà. Et d'un coup d'œil, d'une petite remarque, ou même des fois sans me le dire, boum,
T'arrives et en fait, ta viande, elle est précoupée, machin. Ou ils te le demandent subtilement. Ils disent, il y a besoin d'une demande particulière, on vous met un petit coup de couteau. Toi, c'est bien fait. Et ça, je le prends bien. Et ça, ça me plaît bien quand ça arrive. Je l'apprécie parce que c'est rare. C'est très rare. C'est très souvent l'inverse qui s'est produit, si on reste dans la gastronomie. Ce qui est intéressant, alors donc je te trouve, c'est un bel imaginaire que de penser que dans les écoles hôtelières ils sont sensibilisés, parce que pour avoir fait une école hôtelière, non, je crois que c'est plutôt de l'expérience et le sens du client. Je pense. Et en fait, quand tu es passionné par ton métier, et notamment dans les métiers de service que sont la restauration, l'hôtellerie aussi, en fait, tu sais. Regarder et te dire ok, je me mets à la place de mon client, comment lui faire vivre la meilleure expérience. On a sorti un épisode avec Amazon il y a quelques temps. Virginie Pinson nous expliquait comment Amazon veut être l'entreprise au monde qui a la meilleure expérience client, et tout ce qu'ils font pour faire ça. Et donc là où je trouve que c'est intéressant dans un restaurant, c'est que je vais te poser une question et comme ça après je vais expliquer mon truc. Est-ce que tu t'es déjà orienté vers un plat plutôt qu'un autre parce qu'il serait plus simple à manger? Je ne prends jamais n'importe quoi au restaurant. Voilà. Ce qui veut dire que potentiellement, si tu avais le choix entre, alors peut-être que maintenant ça a changé, mais entre une soupe et une côte de bœuf, il y en a un qui est quand même un peu plus compliqué à manger quand t'as qu'une seule main. Je fais exprès, je prends deux. Non, mais je prends deux. Ouais, deux extrêmes. Deux extrêmes. Mais globalement, ce que je veux dire par là, c'est que si le restaurateur fait bien son métier, y a des chances que ton ticket moyen soit plus haut, parce que lui, son problème, c'est de faire du business. Je veux dire, un restaurant, il doit faire du commerce, donc la meilleure expérience pour le meilleur ticket. Et j'imagine que si les restaurants où tu es allé et où on t'a dit bonjour monsieur, tiens, est-ce que je peux faire quelque chose pour... on pensait prédécouper la viande, est-ce que c'est ou la manière qui convient le mieux de te le proposer, et ben t'en gardes certainement un meilleur souvenir et puis potentiellement t'y retournes. En fait, je pense que ce que je pense moi, c'est pareil pour tous les handicapés. On ne veut pas qu'on nous impose de l'aide. On peut nous le demander, on peut nous le proposer, mais il faut que ça soit fait proprement, tu vois. Si déjà, t'arrives au resto et le mec il te dit « Bon, je vois que vous arriverez pas, je vous coupe la viande en cuisine, machin », et lui, c'est mort, c'est foutu. Par contre, si tu ne m'imposes pas ton aide, mais que tu as l'approche pour venir et me la proposer subtilement, là, c'est super bien reçu et apprécié, mais c'est pas le cas. J'ai eu très souvent plus d'expériences où tu vas demander la roulette au pizzaiolo qui va rigoler parce qu'en fait, il prête pas la roulette et il comprend pas pourquoi tu lui demandes. Mais ça, c'est la réalité. Ça arrive. Ce qui est intéressant là-dedans, et c'est là où c'est une spéciale dédicace au restaurateur, mais c'est intéressant quand même. On est à Lyon, hein, donc exactement. Capitale mondiale de la gastronomie. Moi, je suis cuisinier de formation, Bocuse, tout ça, donc forcément, on va parler bouffe. Non, un truc qui est intéressant à comprendre, c'est que si je te propose pas de l'aide, potentiellement c'est la personne qui va être avec toi qui va t'aider, et donc qui va t'aider à découper ta viande et autres, ce qui veut dire que pendant qu'elle va être en train de découper ta viande ou ton truc, son plat va refroidir, et donc elle mangera froid. Et ça, c'est un truc que les restaurateurs ne comprennent pas, c'est que les aidants mangent 99% du temps froid, parce qu'ils sont servis en même temps, bien sûr, plutôt que d'être envoyés en décalé, et du coup le temps d'aider, de découper, de faire manger, de machin, de ci, de ça, et ben ils mangent froid. Ouais, mais à part si des gars comme moi, comme des personnes qui sont concernées par ça depuis toute une vie, viennent leur expliquer ça, comment ils font pour le savoir? Mais c'est de la sensibilisation. Et en fait, c'est bien s'occuper d'un client. C'est-à-dire que, est-ce qu'on s'est posé la question? Et est-ce qu'on se pose la question quand il faut faire un menu? Maintenant, dans tous les restaurants, il faut avoir une proposition sans gluten et végétarien, minimum. Oui. Et ben, en fait, on s'est posé la question de, ok, mais alors, du coup, comment je fais pour adapter? Dans un seul objectif, augmenter ta capacité à recevoir des clients. Exactement. Et dans le handicap, parfois, pas tout le temps, mais on nommait que c'est un client comme un autre, une personne en situation de handicap, qu'elle va avoir des besoins spécifiques. Et mieux je vais répondre à ces besoins spécifiques, plus je vais avoir un ROI, un retour sur mon investissement, et plus je vais augmenter mon chiffre.
3 chiffres que je te donne. 15% du chiffre d'affaires perdu à cause de l'inaccessibilité des cafés, hôtels, restaurants en France. Ouais, ça m'étonne pas. C'est la Banque mondiale qui a fait un rapport là-dessus. Ça m'étonne pas. 45%, c'est le panier moyen supplémentaire chez une clientèle en situation de handicap. On dépense 45% en plus. Ouais. Et le NPS, enfin la notation d'une personne en situation de handicap satisfaite versus un client lambda, elle est 7 fois supérieure. Ouais. Tout est dit. Et ça, c'est que la restauration. Et évidemment, c'est que la restauration. Mais je reviens sur un point. Quand je disais, il ne faut pas imposer l'aide à la personne handicapée, moi, j'ai été très longtemps de ceux qui ne voulaient pas qu'on les aide au restaurant. C'est-à-dire que moi, tu commençais à venir à me couper ma viande dans l'assiette, mais tu ne me rendais pas service du tout. En plus, tu prenais une soufflante. Et de deux, tu me coupais l'appétit. Je ne voulais pas ça. Il y avait très très peu de personnes qui pouvaient se permettre de faire ça avec une certaine approche. Aujourd'hui, la seule personne qui peut éventuellement m'aider, c'est ma femme quand on mange des fruits de mer. Parce que je peux t'assurer que les fruits de mer à une main, ça c'est un vrai bordel. Et j'ai jamais vraiment trouvé de solution adaptée. Mais il ne faut pas qu'on sente que l'aide, elle est forcée. En tout cas, moi, je le percevais comme ça. Et ça, je l'ai expliqué à quelqu'un qui arrêtait pas de s'engueuler avec son compagnon qui avait eu un plexus brachial un peu plus tard. Elle me dit au téléphone, mais j'essaye de l'aider et il fait que râler, il m'envoie bouler, etc. Je lui dis, mais c'est normal. Comment tu viens l'aider ? Toi, tu veux bien faire, mais comment lui, il le perçoit ? Pas bien. Il est déjà pas bien. Il est déjà vexé. Il est déjà mal à l'aise. Et toi, tu viens là et tu infantilises le fait de couper ne serait-ce qu'un beefsteak. Donc, je lui ai expliqué. Je dis plutôt de faire ça, fais ça. Et elle m'a rappelé quelques mois plus tard, parce qu'entre-temps, elle est tombée enceinte, et on reste en contact, et elle m'a dit, putain, Vincent, le jour et la nuit. Je dis, voilà, c'est qu'une question de spectre et d'approche, tu vois. Des fois, t'as beau vouloir bien faire, mais en fait, tu fais mal, et c'est pas de ta faute, mais il faut qu'on t'explique comment bien faire. Et c'est partout pareil, que ce soit à table, que pour aider à mettre, je sais pas, les chaussettes, à fermer la chemise, voilà. Mais l'aide ne doit pas être forcée, tu vois. Hyper clair. Vincent, on est dans le cadre du Tour de France « Je ne suis pas un handicap ». Ouais, alors, que je suis, assidûment d'ailleurs, j'aime bien. Je ne suis pas un handicap, je suis quoi ? Je suis pas un handicap, je suis un être humain. Ça me va. Ben voilà. On a un petit gimmick dans Atypique, c'est que l'invité d'avant t'a posé une question. Ouais. Et tu poseras une question à l'invité d'après, mais je ne te dis pas qui est l'invité d'après. Ouh là là, on passe en mode projet. L'invité d'avant, c'était Milena Suro, qui est championne paralympique de badminton. Ouais. Alors sa question, et c'est intéressant. Pourquoi j'ai peur déjà ? Tu te balades. Ouais, jusqu'à et là. Tu trouves un fauteuil roulant sans personne dessus. Tu fais quoi ? Oh là là. Oh. Je dois répondre d'un trait ? Ah bah, instinctivement. Alors ça dépend de plein de facteurs, ça dépend déjà où on est, si on est en pleine race campagne ou en ville, etc. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui va quand même rester quelques minutes à côté, voir. Je vais peut-être poser des questions aux personnes qu'il y a autour. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des coordonnées sur le fauteuil. S'il y en a, j'appellerai. S'il n'y en a pas, malheureusement... Je vais peut-être pas aller jusqu'à appeler la gendarmerie pour dire il y a un fauteuil tout seul, mais ce qui est sûr, c'est que je ne passerai pas devant sans réfléchir. Là où beaucoup le feraient. Très intéressant. Et donc, Milena me l'a donné en live, la bonne réponse. Donc, je vais pouvoir te la donner parce que je pense que c'est important. Et sa réponse, c'est surtout, vous le laissez, vous n'y touchez pas. Parce qu'en fait, il y a plein de moments de vie où quand on est en fauteuil, on va devoir faire un transfert. Ouais. Par exemple, elle me parlait de la plage, elle est en bord de mer, enfin en tout cas elle va en bord de mer, elle dit bah tu vois quand je suis à la plage j'ai besoin de faire mon transfert, d'aller me baigner ou faire mes activités, et puis après de revenir. Mais mon fauteuil je peux pas le piller, le ranger, voilà. Normal. Et donc j'ai besoin de le laisser. Et ça arrive très souvent qu'il y ait des gens qui partant d'une bonne intention se disent partent avec. Eh ben attends, on va le plier, on va le ranger, on va le ramener à la gendarmerie ou au truc en disant il y a peut-être eu un problème. Oui. Mais en fait non.
Donc, voilà, si vous trouvez un fauteuil roulant seul, checkez. Je trouve que c'est un bon réflexe de checker un peu ce qui se passe autour. Mais sinon, il faut le laisser. Et du coup, je lui disais à Milena qu'il faudrait qu'on fasse un espèce de petit sticker ou un coussin, tu vois, de fauteuil. Où on dit si vous trouvez ce fauteuil, appelez-moi, ou en tout cas ne touchez pas au fauteuil et appelez-moi si vous avez une question. Je sais pas comment. D'où toi, j'ai dit je vérifierai s'il n'y a pas des coordonnées dessus parce que c'est une évidence que je partirai pas avec. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Et ça m'étonne quand tu me dis qu'il y en a qui le plient, qui le. Mais parce que les gens sont pleins de bonnes intentions et qu'ils ont l'impression que. Comment on fait, quoi. Bonnes intentions, mais si tu le fais pas bien, ça devient après ça dépend cause de problème. C'est ce que je disais, si tu trouves un fauteuil tout seul sur un pont avec personne autour. Oui, d'accord, et tu regardes peut-être dans l'eau effectivement, mais non, mais tu vois, j'aurais eu cette logique là et en fait le fauteuil roulant c'est quelque part c'est bête ce que je vais dire, mais demain tu t'amuses pas à ramasser tous les vélos qui sont tout seuls posés contre un mur. Donc j'aurais la même logique. Maintenant, partir avec, non. Ça, c'est... non. Écoute, t'as eu et la bonne réaction et le... je suis content. Tu vois, j'avais peur de dire une connerie. On peut peut-être le revendre, sinon. Ça aussi, je connais pas le marché de l'occasion, je sais pas, mais pourquoi pas. Non, mais... tu vois, c'est une question qui a laissé à réfléchir, c'est bien. Ouais. Alors, je te dis pas qui est l'invité d'après, mais il faut que tu lui poses une question. Purée, ça peut être une question ouverte, fermée, ce que tu veux. Donne-moi une thématique. Là, non, pas de thématique, c'est toi. Ça peut être quelque chose qui vient des tripes, ça peut être quelque chose sur la parentalité. C'est pas forcément une personne en situation de handicap, ça peut être un homme, une femme. Alors, je vais faire une question assez simple. Laisse-moi réfléchir 2 minutes quand même. Tu peux lancer des défis ? Ce que tu veux. En question. Débrouille-toi pour que ça soit une question. Ça faut que ça soit une question. Je sais pas. On peut prendre l'exemple éventuellement de mes lacets, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une question qui peut interpeller. Demain, l'invité prochain, demain, il se casse un bras. Il faut qu'il s'habille, forcément, parce que il y a des choses il ne pourra pas tout faire. Quelle logique il va appliquer pour faire ses lacets à une main ? Donc comment, si tu te casses un bras, tu pourrais faire tes lacets à une main sans demander à une tierce personne, juste toi et ton cerveau. Ouais, c'est pas mal. J'ai hâte. D'autres que je sais qui est l'invité d'après, donc j'ai hâte de la réponse. Je sais pas si j'aurai des chaussures à lacets, du coup. En fait, moi, j'ai pas de chaussures j'ai des chaussures à lacets, mais je fais jamais mes lacets parce que j'ai un nœud à l'intérieur de mes lacets depuis la plus tendre enfance. Et je me fais un nœud et c'est comme ça que je mets les chaussures. Donc j'ai jamais eu mes chaussures. Tu te mets en costume, etc. Il y a des moments dans la vie où... bien sûr. Et je peux aller plus loin, mais ça, on va dire que c'est facile. C'est facile. C'est quoi le truc le plus galère, sur lequel tu as le plus galéré avant de trouver la bonne solution, celle qui te convient? Que j'ai le plus galéré, qui m'a fait le plus galérer, en termes de temps ou en termes d'agacement? D'agacement, et où tu te dis putain, ce truc. Et un jour, ça y est, ça a été débunké et là, t'as kiffé. J'ai eu plusieurs étapes compliquées. La première, parce que c'était mon ouverture sur le monde et sur la sociabilisation, ça a été apprendre à jouer à la console à une main. Ah putain, pas évident. Ouais. Xbox, ils ont fait un truc là, une grosse manette. Maintenant, si tu veux, ça s'est développé. Mais à l'époque, non. Donc tu faisais avec l'existant. C'est une galère. Et je joue très très bien à la console. Même en vieillissant, j'ai moins le temps et puis j'ai moins envie. On perd la passion. Putain, les cheat codes de GTA à une main, ça devait être compliqué. Tous les jeux. Mais non, mais j'ai mis beaucoup de temps à apprendre ça. Et les trucs qui m'ont fait galérer quand je faisais du modélisme automobile, je faisais du modélisme avec les voitures radiocommandées là. J'ai quand même fini par gagner des manches de championnat de France et d'aller en championnat d'Europe à une main. Okay. Et j'étais loin d'être dernier. Tu vois, donc... Par contre, je me rappelle que j'ai mis 1 an avant d'arriver à faire un tour complet rapide d'une piste sans sortir dans l'herbe. 1 an. Et le truc, l'outil, là, dans les 2 dernières années ou 5 dernières années, l'outil qui t'a le plus révolutionné la vie, ça serait quoi ? S'il y en a un, c'est pas obligé. Moi, en fait, j'ai tendance à inventer mes outils. Tu vois ?
Donc c'est quoi ton truc là c'est quoi ton petit tips que tu as là un peu depuis tout le temps, le truc que tu t'es créé et qui est utile que tu pourrais délivrer? Les aimants. Les aimants, ils ont beaucoup plus de fonctions que ce qu'on pense. Okay. Et que des fois on réfléchit pas assez. Parce que pendant longtemps, j'ai toujours été beaucoup bricoleur. En fait, je démontais pour savoir déjà comment je démontais à une main. N'importe quoi. Hein. Mon père m'a tué parce que j'ai démonté des trucs à l'époque que je n'arrivais souvent pas à remonter. C'est le principe. Mais mon projet, c'était de démonter, pour savoir démonter à une main, pour comprendre comment ça marchait. Remonter, c'était encore autre chose. Mais chaque problème et chaque solution dans son temps. Mais quand je bricolais beaucoup, comment tu fais pour mettre tu vois, une vis et un boulon entre une plaque, tu vois, tu peux pas tenir au-dessus, en dessous. Et donc les aimants. Pas tout le temps, parce que tout n'est pas aimanté, tout n'est pas... Donc tu es toujours en train de trouver un système D, et c'est fatigant, ça agace, mais quand tu as trouvé une solution, tu passes au problème d'après. Et en fait, chaque recherche de solution se transforme en projet. Et si tu abandonnes le projet, en fait, l'intégralité du projet, ça reste un rêve. Si tu as envie d'aller au bout, il faut que tu trouves une solution à chaque petit problème de la vie. Et les aimants m'ont beaucoup aidé, les riselants, les petits serflex. Et le reste, c'est à la débrouille. Hein. Je te demande de faire un nœud de cravate à une main. Je vais pas te demander ça en direct, mais... Ouais, ça irait, parce que j'en ai fait beaucoup. Étant dans l'hôtellerie-restauration, je me suis beaucoup fait main des nœuds de cravate à une main. Donc, bon, toi, ça va. Tu dis pas, t'en parles pas. Beaucoup. Vincent, un immense merci d'être venu au micro d'Atypique. Je rappelle qu'il y a 2 livres, Grandir avec son plexus brachial et Ma vie de papa à une main. Et puis évidemment, maintenant on te voit et on t'entend en conférence, en intervention dans les entreprises. Exactement. Parce que tu viens apporter toute ta connaissance et tout ton récit de vie pour changer le regard sur le handicap. Merci pour ça et merci pour tout ce que tu fais. À très bientôt. Merci, à bientôt.